sur le sujet. Donc, merci Laurent. Comme l'a brièvement explicité Bernard Westbecker, notre président, j'étais normalement accompagnée de Joachim Swab, qui est le responsable de notre infographie et qui devait nous donner des notions un petit peu prospectives. Je dis ça parce qu'il y a son nom sur la précédente diapositive que tu as passé un petit peu vite. Mais donc, j'ai un petit peu reformaté ce petit déjeuner. J'espère que ça vous plaira et que ça vous informera de bonne manière sur l'innovation et sur les choses que nous avons faites ces 50 dernières années. Alors, je n'ai pas remonté jusque dans les 50 dernières années. J'ai fait un travail archéologique quand même un petit peu plus restreint. Je me suis cantonnée à remonter jusqu'en 2001. Alors, pourquoi 2001? Parce qu'à l'époque, j'étais déjà là, ça simplifie les choses, et je pilotais Urbis Le Mag, un magazine d'information, version papier. Alors, peut-être que certains d'entre vous s'en souviennent. C'était un trimestriel de 32 pages. Son propos, c'était l'exploration des villes du territoire de la Flandre-Dunkerque, avec en ligne de mire une grande mission d'éducation populaire. Donc, le but, c'était de permettre aux habitants de comprendre les décisions qui les concernent en matière d'urbanisme et de développement du territoire, d'aménagement du territoire. Mon travail consistait à leur expliquer de façon la plus vulgarisée, la plus simple, la plus accessible possible, la plus attractive aussi, les grands sujets d'avenir dans ces domaines. Donc en soi, c'était déjà assez original. Aucune agence d'urbanisme n'avait eu ce parti pris d'embaucher une journaliste, moi à l'époque, et de monter un organe de presse. Et c'est important de préciser que c'était un organe de presse parce qu'effectivement, Urbis Le Mag avait un numéro de commission paritaire qui le classait donc parmi les... On pouvait envoyer, par exemple, en nombre, avec des tarifs postaux préférentiels. Enfin, ça nous accordait des sortes de droits, mais aussi une crédibilité quant aux propos qu'on véhiculait. Donc, l'aventure d'Urbis Le Mag, elle a duré 8 ans. Et durant 8 années, on a eu le temps de décrypter quand même une foule de sujets. Donc, ce que je vous propose, c'est de passer en revue ensemble une sélection de ces sujets que j'ai faites sur la base de leur pertinence et de leur résonance avec l'actualité de notre territoire aujourd'hui. Donc, le premier sujet, non, c'est voilà, c'est parce que je parle longtemps, excuse-moi Laurent. Le premier sujet, c'est l'emploi. Dans les années 2000, dans Urbis Le Mag, on trouvait ce type d'article. Donc, vous n'arrivez pas à lire, mais ce n'est pas le propos, c'est vraiment pour feuilleter avec vous le magazine, c'est le titre qui compte. Donc, dans cet article-là, on s'était dit que ce serait intéressant que les habitants de l'agglomération dunkerquoise et de notre territoire de travail, la Flandre-Dunkerque, aillent voir du côté de l'emploi, de l'autre côté de la frontière flamande, parce que, à l'époque déjà, les Flamands connaissaient le plein emploi, ce qui n'était pas notre cas du tout. Et on s'était dit, mais est-ce que les Dunkerquois et les habitants d'agglomération ne pourraient pas, à condition de parler quelques mots de néerlandais, trouver du travail ailleurs? Donc, c'était une des pistes qu'on explorait. Et cette piste, aujourd'hui, elle est pleinement utilisée, puisqu'il y a des dispositifs qui permettent aux travailleurs dunkerquois. Alors, j'emploie le mot dunkerquois, mais évidemment, je m'exprime sur tout le bassin d'emploi et le bassin de travail de l'Allure, d'accéder à des rudiments de flamand et d'aller prospecter le marché du travail. Oui, me permets juste de prendre la parole parce que ça va résonner avec ce que tu dis. La Maison de l'Europe a fait une convention avec le département pour justement piloter les bénéficiaires du RSA vers le travail transfrontalier. Et en effet, il y a des cours de néerlandais, mais aussi la connaissance du milieu professionnel et de l'obligation administrative pour tout ce qui est fait. Et du savoir-être. Et ça marche très bien. Ouais. Donc voilà, c'était une idée qu'on souhaitait porter et qui a été entendue, parce que le but, c'était aussi d'être entendu, donc tant localement, par les élus que par les habitants. Donc c'est une idée qui a porté ses fruits. Ensuite, la slide suivante, dans Urbis Le Mag, on démontait des idées reçues également. C'était quelque chose qu'on aimait bien faire. Là, j'avais travaillé avec le chargé de mission transport de l'époque de l'agence, puisque les articles étaient menés avec les Aguriens, les différents corps de métier.
qu'on est amené à avoir au sein d'une agence d'urbanisme et qui sont nombreux. Donc, on s'était posté un jeudi à 11h56 quai des Hollandais à Dunkerque pour voir si il y avait vraiment les fameux embouteillages qu'on nous décrit tant à Dunkerque. Dunkerque était une ville où on ne peut pas rouler. Donc, nous avons enquêté sur le terrain. 11h56, bon, bah, c'était calme. Voilà. Midi 7, légère affluence, petits embouteillages. Voilà. Midi 20, plus rien, on entendait le clapotis de l'eau. Et donc, on s'était dit, oui, il y a 10 minutes d'embouteillage journalier à Dunkerque. Et les aménagements pharaoniques auxquels on nous demandait de réfléchir, troisième voie, doublement des voies de circulation, etc., pour pouvoir enfin circuler, nous avaient semblé un petit peu inutile. Et donc, on avait voulu prouver ça comme ça à l'époque, puisqu'on était encore dans une culture extrêmement voiture et automobile puissante. Les choses ont extrêmement changé ces dernières années, mais ça a pris du temps. Et à l'époque, on était vraiment sur des questions de circuler plus vite, circuler mieux. Voilà. Donc ça vous montre un changement de mentalité. Et aussi le fait qu'en vérifiant de manière très simple des choses, parfois, bon, c'est un petit peu simpliste comme méthode, mais ça avait le mérite de démontrer quelque chose qui aujourd'hui est admis par tous. Dunkerque est une ville où on circule relativement bien, surtout au regard d'autres métropoles où les enjeux ne sont absolument pas les mêmes. Voilà pour cette idée reçue. Une autre idée reçue sur la slide suivante, s'il te plaît, merci, c'était la densité. Alors la densité, c'est une question en matière d'urbanisme dont on parle extrêmement souvent. Elle est souhaitée, elle est souhaitable, mais on dit les habitants n'en veulent pas, ils n'aiment pas la densité. Comment faire pour leur faire aimer la densité? Alors déjà, c'était un petit peu... Donc c'était tout un dossier. Hein. Là, j'arrive sur une phase un petit peu plus photographique de la chose, mais on s'était dit, bon, on va aller regarder quels sont les quartiers préférés des gens, ou les quartiers où les gens veulent le moins vivre, et regarder en matière de densité. Et si je vous fais un résumé, a priori, comme ça, instinctivement, on se dit les quartiers où la densité est la plus forte, ce sont des quartiers où il y a plutôt des barres d'immeubles. Donc, on était allé voir ça à Grande-Synthe, le centre-ville de Dunkerque, les îlots de la reconstruction qui sont un petit peu denses. Et puis, ensuite, on avait complété ça avec la Basse-Ville, Malo-les-Bains et Chapeau Rouge à Tépéghem, donc du pavillonnaire. On s'était dit, où est-ce que ça va être le plus dense? On se dit, c'est Grand-Semble à Grande-Synthe, a priori. Eh bien non, contre toute attente, c'est Malo-les-Bains, le quartier de Dunkerque le plus dense, avec 139 habitants et 73 logements à l'hectare. Je ne pense pas que ce fait-là ait évolué ces dernières années sur l'agglomération. C'est toujours valable. Et Malo-les-Bains, c'est un quartier très désirable. Les gens ont envie d'y vivre. Alors certes, il y a la proximité de la mer, mais il y a aussi le principe des maisons de ville. Et donc, on voulait promouvoir l'idée qu'il était possible dans les centres-villes, dans nos villes de la Flandre Dunkerque, de continuer à construire et d'avoir quand même un quartier agréable. Et c'est un article qui avait, je me souviens, suscité beaucoup de réactions, d'étonnement de la part des habitants qui pensaient pas ça. Voilà, tu peux passer à la slide suivante. Alors, j'ai choisi cet article sous l'attractivité et le développement, donc le titre n'est pas forcément clair comme ça quand on le lit. Il s'agissait de donner la parole à Laurent Dazy, qui est un économiste, qui, à l'époque de l'interview, commençait à se faire un nom, mais aujourd'hui, c'est vraiment quelqu'un qui est extrêmement reconnu, dont les travaux font autorité, hein, même on peut le dire, dans le domaine de l'attractivité et du développement des territoires. Donc, sa théorie, elle consiste à dire que un pan important pour assurer le développement d'un territoire, c'est de s'assurer qu'il soit attractif pour des résidents. Donc, attirer des retraités, attirer des familles avec enfants, attirer tout type de résidents, contrairement à ce qu'on peut croire, pas forcément que des familles avec enfants que tout le monde veut attirer, mais avoir des retraités qui, par exemple, vont dépenser leur retraite sur le territoire. Le principe, c'est quelles dépenses vont faire les personnes qu'on attire sur un territoire. Donc, ils vont dépenser dans les commerces locaux, ils vont dépenser pour se loger, ils vont dépenser dans les services, ils vont aussi recourir à des services à la personne du type ménage, garde d'enfants, etc. Et c'est ça qui crée d'autres emplois, qui enclenche un cercle vertueux et qui permet aussi au territoire de ne pas vivre que dans la productivité, que dans la production.
Dunkerque et son agglomération, c'est un territoire d'industrie, de productivité, mais on peut aussi être un territoire qui est, grâce à l'attractivité qu'il peut générer, qui apparaît un petit peu autosuffisant et qui enclenche un cercle vertueux de développement. Et donc, ces théories-là, elles ont quand même été, elles étaient pas tellement appliquées à l'époque où l'article a été fait. Par exemple, on négligeait à cette époque-là beaucoup le tourisme, alors que le tourisme, ça fait partie de ces gens qu'on cherche à attirer parce qu'ils vont venir dépenser les salaires gagnés ailleurs, chez nous, ce qui est quand même le principe de toute cette démarche économique et de toute cette pensée de Laurent Navzy. Et aujourd'hui, on est pleinement conscient, je pense que toutes les villes et les villages de la Flandre Dunkerque sont extrêmement conscients du fait que c'est important d'être attractif et de donner envie aux gens de venir donc dépenser de l'argent, vivre sur le territoire et s'implanter durablement. Et il y a beaucoup de travaux qui sont menés par les collectivités de toutes les intercommunalités de notre territoire. Voilà. Je parle beaucoup. C'est normal, c'est le principe. Alors, cet article, je l'ai choisi parce qu'il correspond aussi à un sujet qui, moi, m'est personnellement cher, c'est-à-dire avoir une ville qui soit inclusive, ouverte à tous, et notamment aux femmes comme aux hommes. Donc, cet article, quand il est paru, on en était quand même également aux prémices de la réflexion sur ces sujets-là. On commençait juste à s'apercevoir que dans les cours de récréation, les garçons sont au milieu et jouent au foot et les filles sont sur les côtés, cantonnées sur des petites bandes qui restent à faire des jeux jugés plus calmes et plus doux, plus filles, connotés plus filles. Et puis, on en était aussi au développement des city-stades, des stades multisports. On commençait à en mettre partout. On continue, hein, c'est une tendance qui a toujours le vent en poupe. Mais on commence à s'apercevoir que ce n'est peut-être pas la solution pour avoir des espaces publics fréquentés par les filles et les garçons. Quand on fait un city-stade, on a des jeunes garçons qui viennent jouer au foot, effectivement, mais où sont les filles? On ne sait pas. Que veulent-elles? On ne sait pas. Donc, cet article, il commençait à dire ça serait bien qu'on le sache, qu'on demande aux femmes ce qu'elles veulent dans l'espace public. C'est quand même des théories qui sont désormais beaucoup plus habituel, mais on continue quand même à faire certaines de ces erreurs-là. Donc, je pense qu'on peut continuer à labourer ce champ-là dans nos prochains articles et nos prochaines explorations. En tout cas, moi, j'essaye de continuer à y travailler et à proposer des solutions concrètes, parce qu'une fois qu'on a dit ça, c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on propose à la place des city-stades? Donc, on a commencé à explorer ça récemment avec des articles où on disait les filles, par exemple, et les garçons. Il y a des choses beaucoup plus mixtes comme la danse. Voilà, les garçons aiment la danse également. Donc, il y a pas mal de sports, le roller, qui sont beaucoup plus mixtes, qui attirent les deux sexes. Donc, on peut... Enfin, il y a des solutions qui existent. Voilà. Et on travaille là-dessus à essayer de regarder comment on peut les développer à l'agence d'urbanisme. Mon prochain article. Alors, un article plus que d'actualité. Moi, je l'ai relu, j'ai même été surprise de ce que j'avais écrit. Je ne m'en souvenais pas, mais donc c'était une interview de Jean-Marc Jancovici. Donc, Jean-Marc Jancovici, il est aujourd'hui très connu. À l'époque, il venait de monter il venait d'écrire un livre qui s'appelait Le Plein, s'il vous plaît, je crois. Donc, il était exactement sur les mêmes thématiques. Donc, vous l'avez peut-être vu à la télé récemment, sur France Inter. Je l'ai encore entendu hier à la radio. Donc, il explique un petit peu qu'on peut s'en sortir en utilisant un mix d'énergie, mais ce n'est pas tant pour ça que je l'avais interviewé à l'époque. À l'époque, il était partisan d'augmenter le prix du pétrole. Tout de suite, parce qu'il disait de toute façon, il va augmenter. Ce qui est forcément... on savait tous que le prix allait augmenter, les réserves de pétrole ne sont pas inépuisables, et c'est une énergie qui est extrêmement soumise à des choses, à des événements mondialisés. On le voit très bien avec ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui. Donc lui, il voulait augmenter le prix du pétrole pour habituer les gens à avoir un prix du pétrole qui sera celui de l'avenir, et surtout pour qu'on passe à autre chose, pour qu'on essaye d'avoir d'autres types de mobilité. Il disait, il faut qu'on y pense maintenant. Bon, son message n'a pas été extrêmement entendu, on peut le dire, je pense. Mais il ressurgit aujourd'hui avec une réelle acuité.
Et moi, ce qui m'avait fait rire, c'est ce petit encadré qui est intitulé « Cet incroyable chèque transport ». Je ne sais pas si vous arrivez à le lire, mais à l'époque, le gouvernement avait fait des chèques transport exactement sur le même modèle que ce qui a été annoncé assez récemment. Et on avait vraiment dénoncé la mesure en disant que c'était reculer pour mieux sauter. Donc on avait un petit peu on avait fait en tout cas, on avait essayé de prendre un petit peu parti, ce qui n'était pas vraiment nos habitudes. C'était un des articles les plus engagés, je pense qu'on est signé de la part de l'AGUR sur le sujet. Et c'est vrai que je me dis que cet article, on pourrait enfin, il y a beaucoup de choses qui sont aujourd'hui d'actualité, j'ai envie de dire malheureusement. On se dit qu'on n'a pas vraiment saisi la chance de pouvoir y travailler il y a une vingtaine d'années, puisqu'il date d'une vingtaine d'années. Voilà. Donc, je vous ai fait une petite sélection de tout ce qui me semblait intéressant. Honnêtement, il y avait beaucoup de choses qui étaient possibles. Je voulais terminer sur cette sélection avec un petit clin d'œil. Donc, il y a Jean-François Vérec dans la salle. Peut-être le reconnaissez-vous. C'était un de mes meilleurs mannequins. Il est là, il est là, il est là. Il est partout. Ah, il est là. Oui, il est déguisé là au premier plan. Voilà. Donc il n'y a pas que lui, hein. Il y a Céline Lejeune, notre sociologue, qui avait posé à vélo, après avec son fils et son mari. Il y avait les enfants de beaucoup de gens. Heureusement, on avait tous des enfants à l'époque, on les prenait copieusement en photo parce que, bah, évidemment, droit à l'image, c'était beaucoup plus facile de faire des petits montages avec les forces vives de l'agence. On reconnaît Pascal Montefiore, Joaquin Soa Bamba. Voilà, donc ils n'ont pas changé. Et je les remercie encore parce que c'était des moments très sympas, très sympathiques. Et grâce à eux, on arrivait à avoir des couvertures un petit peu attractives, hein, puisque à l'époque, Urbis était vendu. Donc, on l'avait vendu. Après, on a eu une phase de gratuité, mais en tout cas, il fallait que ce soit attractif et acheté. Voilà. Et je passe à aujourd'hui, en transition. Donc aujourd'hui, Franck Merel qui est là en est le témoin. Urbis le mag existe toujours. Il a été relancé en 2015. Je suis revenue à l'agence en 2015 et Franck m'a chargé d'une nouvelle mission. Donc Urbis le mag ne ressemble plus vraiment à l'Urbis que je vous ai présenté précédemment. C'est un magazine qui s'intéresse exclusivement à ce qui se passe ailleurs. C'est-à-dire que mon travail, c'est désormais d'aller repérer les bonnes idées, les travaux de recherche, les sources d'inspiration que l'on peut observer ailleurs. Donc, je ne traite quasiment jamais de nos territoires, mais j'essaye de repérer les meilleures idées pour éventuellement donner envie aux élus, aux différents acteurs du territoire, aux habitants, de les utiliser et de s'en servir pour répondre à certaines de nos problématiques actuelles. Donc, c'est un travail qui s'apparente plus à de la veille, de la prospective. Là, c'est tout à fait différent. Donc, si vous lisez Urbis le mag, qui est désormais un magazine Internet, qui est accessible à tous, en ligne, gratuitement. D'ailleurs, on a énormément de lecteurs qui ne sont pas forcément de notre territoire, fatalement, comme c'est en ligne. On a beaucoup de gens qui utilisent Urbis, peut-être que chez l'agglomération de Montpellier, qui n'a rien à voir avec l'agence, peut tomber sur un article et se dire « Ah bah tiens, je vais faire ça ». Donc, j'encourage les élus locaux à se saisir rapidement des sujets avant de se faire piquer les idées, voilà. Donc, je voulais juste vous dire un petit peu le genre de choses qu'on avait fait sur l'année écoulée, en plus qui était une année particulière à cause du Covid, donc pas de possibilité d'aller sur le terrain. Donc, j'ai essayé de me recentrer sur des articles avec des interviews notamment de chercheurs, d'experts, enfin, j'ai procédé autrement. On s'est beaucoup consacré aux espaces publics, on a fait un webinaire sur le sujet d'ailleurs. Et à cette occasion, on s'est intéressé à deux notions que je pense être vraiment importantes pour le développement de notre territoire. La première notion, c'est le design actif. Donc, j'avais écrit un outil pour réenchanter l'espace public. Le design actif, c'est vraiment quelque chose qui permet d'animer des endroits où il n'y a rien pour en faire des lieux attractifs. Donc, ça peut s'adapter à des tas d'espaces peu prisés. Donc, des anciens parkings, des espaces un peu vides, des friches, des endroits qu'on a envie d'animer.
peut-être pas tout le temps, mais une partie du temps. Ça peut être un parking qui, dimanche, est transformé en marché. Mais le reste de la semaine, on se dit, moi, j'aimerais bien en faire je sais pas, un endroit pour que les enfants viennent jouer ou que les adultes viennent faire du sport. Ben voilà, le design actif, c'est des moyens par des marquages au sol, par des équipements du type module qu'on peut enlever ou pas. Hein. C'est extrêmement flexible. C'est ça qui est intéressant dans la démarche de design actif. De faire du sport, de s'activer. Hein. Le principe est toujours le même. C'est bien pour ça qu'il y a le mot actif. Le but, c'est de faire marcher les gens, de les faire jouer. De les inciter de se rendre à un point B. Donc, ça peut par exemple être une superbe solution pour créer des boucles commerciales. C'est une problématique que tous les maires, tous les élus connaissent. Arriver à faire passer les gens dans certains endroits pour faire vivre le commerce et puis les faire passer à pied, évidemment. Donc, ça génère des flux, ça engendre un contrôle social qui n'existe pas dans des lieux peu utilisés. Enfin, ça peut avoir extrêmement beaucoup de vertus, beaucoup d'intérêt, et je pense que c'est quelque chose qu'on va continuer à explorer à l'agence. En tout cas, je sais que ça intéresse notre directeur, pour proposer des solutions concrètes, essayer de montrer un petit peu les manières dont ça peut être appliqué, parce que c'est tellement nouveau, on commence juste à en parler réellement, qu'il n'y a pas tellement d'exemples en France. Il y a pas mal de choses dans d'autres pays, mais en France, on en est vraiment aux prémices de la démarche de design actif. Donc, on va creuser ça. Voilà. Et la deuxième notion, c'est penser autrement les espaces publics grâce aux neurosciences cognitives. Donc là, on avait voulu voir comment les sciences du comportement, la manière dont réagissent nos cerveaux, peuvent entrer en résonance avec l'espace public et comment aménager ces espaces publics pour que les gens aient envie d'y aller et se sentent le mieux possible. C'est tout un travail sur le bien-être, sur la compensation de certaines nuisances, par exemple sonores, qui est possible. Il est possible de compenser les nuisances sonores par une présence de la végétation extrêmement réconfortante. Voilà. Enfin, en tout cas, on sait qu'en ville, il y a certains types de nuisances et grâce aux neurosciences, on peut essayer de faire en sorte que nous, êtres humains, qui avions besoin de certaines composantes pour nous sentir bien, bah, nous les ayons à disposition. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on pourrait commencer à travailler sur nos territoires, je pense, de manière très sérieuse, avec peut-être des expérimentations réelles. En tout cas, je souhaite que ça arrive. Laurent, tu peux continuer. Et je vais terminer mon propos, il me reste 3 minutes. Je sais que Laurent me surveille. Par une petite digression pour vous dire un petit peu ce sur quoi on travaille. Ça rentre dans la case innovation que je pilote. C'est tout ce qui touche à la gratuité des transports et c'est sans doute le seul domaine où on touche au local avec la gratuité des transports. Donc la GUR est très très impliquée dans l'observatoire des villes du transport gratuit, puisque cet observatoire est hébergé à l'agence d'urbanisme. Donc l'observatoire il fonctionne grâce à l'agence d'urbanisme, comme je viens de dire, mais aussi grâce à l'association de chercheurs VIGS. On est 2 entités à le copiloter ensemble, donc sur le fond des études scientifiques et puis sur la stratégie et ce qu'il convient d'étudier. On a des financements ADEME, par exemple. Et là, on vient de sortir un livre, et c'est pourquoi je souhaitais en parler, qui s'appelle « La gratuité des transports, une idée payante ». Donc, il s'agit, toute l'équipe des experts et des chercheurs s'est réunie pour détricoter des idées reçues sur la gratuité des transports. Et elles sont extrêmement nombreuses, on entend tout et n'importe quoi. Et on s'est dit, il faut qu'on batte en brèche ces idées reçues qu'on entend sans cesse et qui polluent le débat sur la gratuité des transports et qui polluent le fait que ça peut être une politique publique intéressante à condition d'avoir une idée précise de la manière dont on veut l'appliquer comme toutes les politiques publiques. Voilà, on veut permettre de faire en sorte que ce soit une politique publique comme une autre, par essence évaluable et utilisable à bon ou à mauvais escient. Enfin, il s'agit de choix politiques avant tout. Voilà, donc c'est dans toutes les librairies. Et j'en ai enfin terminé. J'ai beaucoup parlé.